Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 25 juillet. Un an après le crash du Concorde et les 113 morts à Gonesse, cérémonie du souvenir toute la journée pour les familles des victimes et les habitants de Gonesse, toujours bouleversés par ce drame. Le bureau de l'Assemblée a tranché. La déclaration de patrimoine de Jacques Chirac sera bien transmise au juge qui la réclame. Décision prise à la majorité malgré les protestations du RPR. Les OGM sont partout mais pas forcément dangereux. C'est la conclusion du rapport de l'Agence française de sécurité des aliments à la demande du gouvernement. Le Maroc, 2 ans après l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, les réformes annoncées se font attendre, mais la confiance reste intacte, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux. Et puis nous consacrerons une page de ce journal au Festival de Montpellier pour le Carnaval des animaux, l'œuvre de Camille Saint-Saëns. Nous en parlerons avec Gérard Depardieu qui sera notre invité à la fin de ce journal. Il y a donc un an, jour pour jour, le Concorde se crachait sur un hôtel de Gonesse, 2 minutes après son décollage. 113 personnes trouvaient la mort, les 100 passagers, en majorité des touristes allemands qui partaient aux États-Unis, les 9 membres de l'équipage d'Air France et 4 jeunes femmes qui travaillaient dans l'hôtel. Toute la journée, des cérémonies de souvenirs ont donc été organisées. Reportage de Patrick Fandiot et de Luc Tazelmati. Le Gloria de Vivaldi sous les voûtes de l'église Saint-Sulpice. Pour la prière d'action de grâce, épilogue de cette journée de commémoration du premier anniversaire du crash du Concorde. Dans la salle, des familles allemandes, des centaines de salariés d'Air France auxquels s'est joint le ministre des Transports Jean-Claude Guessot. Une homélie en français et surtout en allemand pour évoquer la mémoire des 113 victimes de Gonesse. Une cérémonie multiconfessionnelle pour clore cette journée du souvenir, dont le moment le plus douloureux fut sans doute cet après-midi la visite du site de la catastrophe. Moment de recueillement, en hommage aux 100 passagers, aux 9 membres d'équipage et aux 4 victimes employées de l'hôtel. À ceux qui ne s'étaient jamais rendus sur les lieux, on montre les traces de l'impact. Pour ne pas oublier, pour tout comprendre, les familles des victimes ont d'ailleurs rendez-vous demain avec le juge d'instruction pour se tenir informés des derniers développements de l'enquête. Au-delà du devoir de mémoire, c'est désormais un droit à la vérité qu'elle réclame. Et un an après les faits, l'image incroyable du Concorde en flammes au-dessus des pistes de Roissy est encore dans toutes les mémoires. Un crash du Concorde, personne ne voulait y croire. Agnès Gardet et Guillaume Fautrin. C'était il y a un an, jour pour jour. À 16h42, se produisait l'impensable. J'ai levé les yeux face à la fenêtre, là, face aux pistes, et j'ai vu arriver le Concorde comme ça, le ventre de 2-3 quarts, le train d'atterrissage sorti. Et au lieu d'avancer dans le sens du nez, il avançait en fait en crabe, comme ça. Donc là, il m'a fallu 1 seconde pour le reconnaître, l'identifier, 1 seconde pour comprendre qu'il allait tomber. Le choc d'abord, avant de se rendre très vite à l'évidence. On s'est rapproché du brasier, et là, rien ne bougeait. C'était vraiment... Alors à tel point que j'ai cru au départ que le Concorde était vide de tout passager, qu'il y avait simplement le minimum de personnel à bord, parce qu'en fait on voyait rien, on voyait strictement rien. Aussitôt, le plan rouge est déclenché. Lorsque le chef de salle est venu me voir dans mon bureau, j'y ai pas cru, 1 seconde. Comme il a été très insistant, là j'ai vu que c'était vrai. Mais c'est vrai qu'au départ on n'y a pas cru, Sur place, des centaines d'hommes et une noria d'engins quadrillent le secteur. On n'a pas le temps de s'émouvoir dans un premier temps. Par contre, c'est vrai qu'à la tombée de la nuit, 3 ou 4 heures après, là on se rend compte de l'ampleur, du nombre de victimes. Bon, on a le nombre, mais là on voit les victimes étendues. Et là, c'est vrai que c'est un peu difficile. Ici se dressait l'hôtel sur lequel s'est écrasé le Concorde. Il n'en reste rien, juste un terrain vague, mais le souvenir est toujours aussi vivace. Les secours sont là en train de me dire « Bon, madame, vous êtes brûlée, il faut qu'on s'occupe de vous ». Je les repousse en disant « Allez, sauver les autres », parce que dans mon esprit, il y a encore plein de gens à sauver. Et c'est eux qui me disent « Il n'y a plus rien à faire ». Michel Fricheteau cherche à quitter la région pour oublier cette image, l'image d'une des plus graves catastrophes dans l'histoire de l'aviation. Et pour la première fois, les habitants de Gonesse ont pu se rendre sur les lieux du crash, jusqu'à présent interdit pour les besoins de l'enquête. L'occasion pour eux de se souvenir, bien sûr, mais surtout de dire leur peur, toujours présente. Stéphane Bretner et François-Xavier Guton. C'est comme s'ils avaient perdu l'un des leurs. Les élus en tête,
Tout Gonesse est venu se recueillir à l'endroit où s'est écrasé le Concorde il y a tout juste un an. Sans un mot, 200 personnes ont rendu hommage pendant quelques minutes aux victimes de la catastrophe. C'est la première fois que je viens sur le site et je suis bouleversée. Je suis bouleversée, j'imagine les gens qui se sont vus mourir. Je pense que tous les habitants ont été traumatisés par cette histoire. Et pour certains, ils le sont encore. C'est pas terminé, on n'en a pas fait le deuil. Une demi-heure de cérémonie, le temps pour 30 avions de passer au-dessus de Gonesse, soit un toutes les minutes. Un an plus tard, la majorité des habitants ne parlent pas de psychose, mais plutôt d'une inquiétude. C'est ce que racontent les patients à leurs médecins. Les gens vont, au décours d'une consultation, me dire ah, mais vous savez, ces avions, de temps en temps, on s'inquiète, on pense que peut-être qu'il y en a un qui va nous tomber dessus. Le maire, lui, se bat toujours pour que cesse le balai des avions au-dessus de sa ville. Il y a surtout les nuisances, le bruit en particulier, la sécurité. On pouvait peut-être penser que ça pourrait arriver un jour, mais on n'y pensait pas vraiment. Aujourd'hui, c'est sûr, on doit vivre avec cette question-là. En attendant la reprise des vols de Concorde, Gonesse continue à vivre avec ce bruit infernal et ces masses d'acier qui menacent la vie. Et depuis la catastrophe, vous le savez, Concorde a procédé à des modifications, notamment sur ses pneumatiques et ses réservoirs. Il attend maintenant son certificat de navigabilité. Selon Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports, des vols d'endurance pourraient reprendre d'ici fin août, début septembre. L'affaire des billets d'avion payés en liquide par Jacques Chirac n'a pas fini d'empoisonner la cohabitation. Aujourd'hui, c'est le bureau de l'Assemblée qui décide, à la majorité, de satisfaire la demande des juges et de leur fournir la déclaration de patrimoine de Jacques Chirac. Les 10 élus de droite se sont immédiatement retirés de la séance. Olivier Caroff et Alix Bouillaguet. L'adresse, interdiction formelle de la divulguer. La commission pour la transparence de la vie politique aime quand même le secret. Dans une armoire blindée, se trouvent là les déclarations de patrimoine de milliers d'élus. Ici, vous avez les maires des villes de plus de 30 000 habitants qui doivent... Et parmi ces dossiers, celui de Jacques Chirac, député maire de 88 à 95, c'est ce dossier que l'Assemblée nationale vient d'accepter de transmettre à la justice. Je n'ai été guidé en ma qualité de président de l'Assemblée nationale que par le respect de la loi et les règles qui sont celles de la démocratie. Je vous remercie. Le juge Armand Ribeyrolles va donc pouvoir constater que Jacques Chirac n'a pas déclaré les fameuses primes en argent liquide qui lui auraient permis, dit-il, de payer ses voyages. Dès hier, l'Élysée affirmait que ces primes provenant de fonds secrets n'avaient pas à être déclarées et que personne d'ailleurs ne le faisait jamais. Nous avons tenu à le vérifier ce matin au Conseil des ministres. Monsieur Fabius, est-ce que ça vous est déjà arrivé de déclarer vos primes de cabinet? Silence du ministre de l'économie. Monsieur Lang, est-ce que vous avez déjà déclaré vos primes de cabinet? Idem à l'éducation. Monsieur Jospin, est-ce que vous avez déjà déclaré vos primes Et pas de mieux cabinet? pour le Premier ministre. Un seul ministre finalement a osé répondre. Vaste sujet en effet et matière à réflexion pour les spécialistes du droit fiscal. Toute rémunération d'activité est un revenu imposable, sauf dérogation particulière. Cette dérogation n'existe pas pour les primes prélevées sur les fonds secrets. Alors il faut déclarer ou pas? En théorie, ça me serait déclarable, mais le législateur, en refusant d'organiser un système de contrôle de l'emploi de ces fonds publics, a implicitement pris parti pour le secret. Après le statut pénal du chef de l'État, voici donc le nouveau débat de l'été, le statut fiscal de Jacques Chirac et de son coffre à fonds secrets. Et selon un sondage CSA pour la vie et France Info à paraître demain, la cote de confiance de Jacques Chirac baisse d'1 point en juillet et celle de Lionel Jospin de 7 points. Et puis sachez par ailleurs que plusieurs personnalités, dont 2 anciens premiers ministres, Pierre Messmer et Raymond Barre, viennent d'adresser une pétition à Jacques Chirac pour lui demander la grâce de Maurice Papon. C'est un revirement total dans la stratégie de Marks & Spencer et un nouvel espoir pour les salariés du groupe britannique. Le PDG des 18 magasins français annonce que la fermeture n'est plus à l'ordre du jour. C'est un projet de cession qui se dessine maintenant avec la reprise de l'ensemble des 1700 employés. Florence Griffon et Séverine Lebrun. Chez Marks & Spencer, on solde bien les maillots de bain et les accessoires d'été, mais aussi les locaux et le personnel. La direction s'est finalement résolue à chercher un repreneur avant de mettre la clé sous la porte. Les salariés n'y croyaient plus. La plupart des salariés ont tourné la page de Marks & Spencer. Ils n'ont plus aucune confiance. Ils sont désabusés, comme vous dites.
Ils disent qu'ils préféraient faire autre chose, toute autre chose. Ils ne veulent plus travailler avec Marks & Spencer. Et pourtant, la direction l'affirme, les 1700 salariés ne sont plus condamnés à être licenciés. Des négociations ont déjà été engagées avec plusieurs investisseurs pour une reprise globale des 18 magasins français. Au lieu de s'appeler Marks & Spencer, ils auront le nom d'une autre société. Alors ils seront peut-être fermés pendant quelques jours pour modifier l'intérieur des magasins, mais l'activité continuera dans les magasins à travers la société qui aura racheté les magasins et qui aura repris le personnel. Encore faut-il que ces négociations aboutissent. Dans le cas contraire, les boutiques fermeront bien le 31 décembre prochain. Cette annonce de Marks & Spencer a aussi pour but d'améliorer l'image du groupe auprès des investisseurs. L'enseigne britannique en a bien besoin. Moins optimiste, l'annonce de plans sociaux massifs à l'échelle de la planète. Au total, 40 000 licenciements annoncés dans la seule journée d'hier, pour l'essentiel dans le secteur des télécommunications. À Gênes, 1 millier de personnes ont rendu un dernier hommage aux jeunes manifestants anti-mondialisation, tués vendredi dernier par un carabinier. Il n'y a pas eu d'incident. Le parquet de Gênes a ouvert une enquête sur les circonstances des affrontements entre la police et les manifestants. À Bure, dans la Meuse, les militants antinucléaires poursuivent leur mobilisation après la manifestation du week-end dernier contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Ce sont maintenant les travaux pratiques. Comment se comporter devant un train de déchets qui fait route vers La Hague? Nicolas Lemarinier et Frédéric Faure. Leçon du jour, comment bloquer un convoi de déchets nucléaires? Le cours est assuré par les organisateurs du camp de Bure. Parmi les manifestants installés près du laboratoire d'enfouissement des déchets nucléaires, Isabelle, 19 ans, n'a pas peur de se frotter à la police. J'étais au manif de Nice au mois de décembre et on s'est pris de la lacrymo et on a résisté comme on a pu et puis voilà. Mais je suis prête à recommencer tant qu'il faudra. C'est ici, aux côtés des manifestants antinucléaires, qu'Isabelle a trouvé le meilleur moyen de mettre ses convictions en pratique. Car pour elle, comme pour les autres jeunes militants, les discours ne suffisent plus. On ne peut pas laisser des déchets qui seront radioactifs dans des millions d'années. On ne peut pas les enfuir et occulter la chose comme ça. C'est un vrai problème et il faut que ça s'arrête. Pollution, mondialisation, ces nouvelles luttes mobilisent beaucoup de jeunes volontaires. Pour les militants aguerris, cette bonne nouvelle présente aussi quelques inconvénients. Ils ne savent pas trop comment s'y prendre, fait que notre rôle consiste en partie à leur donner un cadre d'action et certaines leur faire connaître des expériences antérieures d'action sur le terrain direct qui ont été faites dans le sens de l'écologie et plus spécifiquement contre le nucléaire. Pendant que certains jeunes de son âge sont à la plage, Isabelle, elle, pense à la politique. Comme beaucoup d'autres, elle incarne cette nouvelle génération de militants qui occupe aujourd'hui le devant de la scène. Pour beaucoup, ça n'est qu'une confirmation. Les OGM, les organismes génétiquement modifiés, sont présents un peu partout. C'est ce qui ressort de l'étude de l'AFSA, l'Agence française de sécurité des aliments, qui précise pour autant que cette présence n'est pas dangereuse pour la santé. Les explications d'Hélène Vergne, Yann Fronty et Christophe Vignal. C'était il y a quelques mois. Le ministère de l'Agriculture ordonnait l'arrachage de plantations de soja contaminées par des OGM à l'insu des agriculteurs. Une opération coup de poing à la plus grande satisfaction des écologistes qui dénoncent depuis longtemps le risque de contamination. Une enquête de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments leur donne aujourd'hui raison. Elle confirme surtout la présence d'organismes génétiquement modifiés dans des semences dites traditionnelles qui côtoient des cultures expérimentales. 41% des échantillons de maïs analysés sont contaminés, mais l'étude se veut rassurante. Ce n'est pas un signal d'alarme pour la santé humaine, c'est un constat qui consiste à dire attention, le 0 GM dans les cultures est peut-être pas facile à atteindre et donc il vaut mieux analyser, regarder et savoir ce qu'il en est. Pour autant, la contamination transgénique est évidente et tout prouve qu'il est extrêmement difficile de la maîtriser dès lors que les cultures se font en plein air. Car cette contamination s'opère à cause du pollen et à cause du vent. On pourrait donc craindre, si les cultures modifiées ne sont pas davantage isolées, qu'elles gagnent du terrain au détriment des plantations traditionnelles.
Ça ne s'arrange pas entre Ernest-Antoine Sellière et Elisabeth Guigou. Après une rencontre avec la ministre de la Solidarité, le président du MEDEF a confirmé que son organisme se retirait de la gestion de la sécurité sociale tant que Mme Guigou persiste dans sa décision de financer les 35 heures en ponctionnant, comme il dit, la Sécu. Une attitude que regrette ce soir Mme Guigou. Bernard Kouchner, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, une réaction sur cette décision du bureau de l'Assemblée nationale à propos du cas Chirac. C'est une bonne décision selon vous? Pardonnez-moi, mais je viens de m'asseoir. J'ai négocié pendant de longues heures et je ne connais pas cette décision. On va parler de ces négociations avec les obstétriciens dans 2 secondes, mais c'est simplement le bureau qui a décidé de satisfaire la demande des juges et de leur transmettre la déclaration de patrimoine du chef de l'État. Ce n'est pas la forme de politique que je préfère, monsieur, mais très bien. Alors sur la négociation qui vous intéresse, si vous ne voulez pas répondre à cette question, vous avez des négociations qui paraissent difficiles puisque le mot d'ordre de grève d'après le syndicat des gynécologues obstétriciens n'est pas levé pour le 1er août et qu'on s'achemine vers un conflit, semble-t-il. Écoutez, ça n'est pas ce que j'ai compris. Bien sûr, je laisse les obstétriciens français prendre leurs responsabilités. Je croyais qu'au contraire, ils avaient souhaité reporter ce mot d'ordre de grève et je souhaite qu'ils le fassent. Je pense que les femmes qui vont accoucher et eux-mêmes, les obstétriciens, méritent mieux que cette épreuve de force et j'espère que cette épreuve sera sans doute reportée et peut-être même nous sera épargnée. Moi, je citais, M. Kouchner, la déclaration du secrétaire général du syndicat des gynécologues et obstétriciens à la sortie de l'entrevue qu'il a eue avec vous. Autre chose maintenant sur cette polémique qu'ont provoqué vos propos sur l'euthanasie, un journal néerlandais. Vous avez dit à ce journal que vous aviez déjà pratiqué l'euthanasie. Aujourd'hui, vous dites qu'on vous a mal compris. Alors, qu'est-ce qu'il fallait exactement comprendre ? D'abord, il faut comprendre que je ne vais pas vous répondre tout de suite parce que la négociation avec les obstétriciens est quand même plus importante que ce que j'ai dit d'actes pendant la guerre très particuliers. Et en effet, j'appelle ça, dans les conditions où je les ai pratiquées, plutôt du soin palliatif et du soulagement de la douleur que de l'euthanasie. Ne nous querellons pas sur les termes. Nous avons négocié pendant 3 heures avec le syndicat des obstétriciens français. Nous avons un rendez-vous en septembre. Nous avons à considérer que nous avons amélioré la périnatalité, la naissance en France, que ça suppose des sacrifices de leur part, de notre part, et surtout de bons résultats qui s'annoncent. En effet, je crois qu'il y aura d'autres rencontres et que nous proposerons, un peu parachuté du sommet au début, ce plan va proposer de s'étendre et d'être pris en compte de meilleure manière dans notre pays. Et je pense que nous nous sommes bien compris après 3 heures et demie de discussion. Écoutez, merci beaucoup à vous, Monsieur Kouchner, d'avoir répondu à nos questions. Et puis donc nous suivrons ces négociations dans les éditions suivantes. Toujours pas de nouvelles de Karine Beach en Moselle. L'adolescente de 17 ans a disparu dimanche. Pour l'instant, les recherches ne donnent rien. Et puis au Cap d'Agde, dans l'Hérault, c'est une touriste belge d'une quinzaine d'années qu'on n'a pas revue depuis dimanche. Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse, y compris celle d'une fugue. Enfin, sachez que c'est la cour d'assises de Lyon qui sera chargée de juger Patrick Dils une 3e fois. Décidément, les falaises ont les pieds fragiles dans la région d'Étretat. Il y a quelques jours, c'était tout un pan de falaise à Saint-Pierre-en-Port qui s'effondrait sans faire de victimes. Cette fois, c'est à Bénouville, près d'Étretat, que l'éboulement a eu lieu, emportant avec lui l'escalier que le curé avait fait creuser dans la craie au XIXe siècle. Reportage de Romuald de Bonan et Éric Delagneau. Ici, on l'appelait l'escalier du curé, un haut lieu touristique de la région, plus de 280 marches creusées dans la craie en 1883. Mais depuis hier, il n'en reste plus rien. Sans aucun signe avant-coureur, un pan de la falaise de 70 mètres de haut s'est effondré. Plusieurs milliers de mètres cubes de roches tombaient à l'eau, sous les yeux de touristes médusés. Arrivé à peu près à 400 mètres de la falaise du curé, tout d'un coup, on a vu un morceau de falaise qui tombait. Donc l'eau est devenue toute blanche et il y avait plein de poussière qui était au-dessus de la surface de l'eau. Ça a été très vite, ça a duré 2 ou 3 secondes, c'est tout, pas plus. Plus de 50 gendarmes et pompiers accompagnés de chiens de recherche ont fouillé l'endroit pour trouver d'éventuelles victimes. Par chance, la marée était haute et donc personne ne pouvait accéder à la plage en contrebas. Un lieu calme qui attire malgré l'interdiction de s'y rendre depuis 1963. Bon, c'était surtout les gens du pays, on y allait parce qu'on savait que, puis on prévenait, on disait on y va. Puis en général, on ne remontait pas par là, on remontait par Étigues, l'autre valeuse, la valeuse de Bateau. Bénouville n'a plus d'escalier dans sa falaise, alors le maire craint lui de ne plus voir de touristes dans sa commune.
C'est une émotion pour nous de voir notre Valeuse, que c'était une racine du pays qui était faite là. Ça a toujours existé. Des éboulements qui ne sont pas rares dans la région. Il y a 10 jours, c'était à Saint-Pierre-en-Port, à 15 km de là. Si à l'échelle géologique, ces éboulements n'ont rien d'anormal, en revanche, les plus abondantes de ces 2 dernières années ont accéléré le processus le long de ces falaises. En pleine saison estivale, les autorités recommandent la prudence. Elles demandent aux touristes de ne pas s'aventurer sur certains sentiers au bord des falaises, comme ici à Bénouville, pour lesquels des arrêtés municipaux interdisent la promenade, justement à cause des éboulements. En Sicile, toute menace semble avoir disparu pour les habitations. La coulée de lave a cessé sa progression vers le village de Nicolosi. L'Etna ne s'est pas calmé pour autant, il est toujours en éruption et de la lave s'échappe maintenant d'un autre cratère, a priori sans danger. Bref, ce sont maintenant les touristes qui profitent de ce spectacle fabuleux. La situation se détériore en Macédoine. Les combats ont repris à Tetovo, la principale ville albanophone, entre l'armée macédonienne et la guérilla albanaise. Des milliers d'habitants ont dû fuir. Les autorités macédoniennes s'en prennent aux pays occidentaux qu'elles considèrent comme des alliés objectifs de la guérilla. Jérôme Boni. La guerre dans la ville de Tetovo. Descendus des montagnes à la frontière du Kosovo, les combattants albanophones de l'UÇK sont passés à la guérilla urbaine. La minorité slave de Tetovo est jetée sur les chemins de l'exode. Ces familles macédoniennes se disent victimes d'un nettoyage ethnique sur leur propre territoire. J'ai été chassée de ma maison avec mes 3 enfants. Celui-ci souffre de paralysie d'origine cérébrale. Qu'est-ce que je vais faire d'eux? Dans la capitale, Skopje, où des centaines de familles se sont réfugiées, la colère s'est dirigée vers tout ce qui représente l'Occident, accusé de favoriser la guérilla albanophone. Plusieurs véhicules des Nations Unies ont été incendiés. Le gouvernement macédonien n'a pas condamné cette violence. Son porte-parole lance un ultimatum à l'Europe et aux États-Unis. Si vous ne dénoncez pas clairement ceux qui ont rompu le cessez-le-feu, nous nous lancerons dans la guerre à outrance. Demain, le secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, se rend en Macédoine pour chercher les moyens d'éviter une guerre civile généralisée. Au sud-est de l'Espagne, une militante présumée de l'ETA a été tuée par l'explosion d'une bombe qu'elle manipulait. Son complice se serait enfui. La jeune femme préparait visiblement un attentat avec des explosifs provenant d'un lot volé en mars dernier près de Grenoble. 7 personnes ont été légèrement blessées par cette explosion. Au Maroc, 2 ans après l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, les réformes annoncées par le jeune roi se font attendre. Mais la population maintient toujours sa confiance en ce monarque que la Constitution interdit toujours de critiquer. Reportage de nos envoyés spéciaux Claude Sampère et Abdel Zouyesh. Chaque matin, c'est le même rituel, le voyage à la fontaine. Nous sommes dans le quartier de Sidi Moussa, à quelques kilomètres de la capitale Rabat. Ici vivent 24 familles dans un dénuement total. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas d'école pour les enfants, pas de médecin. Presque tout le monde vit de petits boulots. Le vieil Abselem habite ici depuis une 40aine d'années. Avant, il était boulanger du côté de Fès. Avec sa petite retraite, il se débrouille chaque jour pour faire vivre sa famille, 7 garçons, 5 filles, qui dorment ici à la maison avec lui. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau roi Mohamed VI il y a 2 ans, Abselem et toute sa famille attendent toujours une amélioration de leur vie quotidienne. Le roi a certes augmenté le salaire minimum de 10% l'année dernière, mais ici tout le monde est au chômage. Entre 2 verres de thé à la menthe, Abselem nous affirme qu'il a toujours confiance dans le roi. Et pour nous montrer son attachement à la famille royale, il envoie son fils dans la pièce à côté chercher quelque chose. Un portrait de Mohamed V, le père d'Hassan II, un portrait sous verre que toute la famille garde le plus précieusement du monde. Dans le petit quartier de Sidi Moussa, seules quelques organisations humanitaires travaillent aux côtés des habitants. Ici, on aménage des espaces verts. Un peu plus loin, on construit une nouvelle fontaine. Mais lorsqu'on parle de l'action du roi, pas de réponse. Le roi est au pouvoir depuis 2 ans et on a l'impression que les choses n'ont pas beaucoup changé en 2 ans, non? En tant qu'associatif, je ne peux pas parler de ça maintenant.
Mahdi Ibrahim dirige une association humanitaire depuis plusieurs années. Et lui aussi refuse tout jugement trop sévère sur le roi. Les gens sont impatients de voir des résultats. Mais, je veux dire, on n'atteint pas les objectifs de développement durable en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Je veux dire, c'est un processus qui s'inscrit sur une décennie. Au Maroc, aujourd'hui, un habitant sur 5 vit avec moins de 10 francs par jour. Le roi vient d'annoncer des élections législatives pour l'année prochaine et tout le monde espère maintenant une accélération dans les réformes. Le Tour de France est la 16e étape entre Castelsarrasin et Saran en terre chiraquienne. Pas de changement au classement général, Lance Armstrong est toujours en jaune, mais l'étape a été marquée par une chute massive du peloton. Christelle Bertrand et Bruno Livertou. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour arriver premier ? Le sprinter Jens Voitan-Revet, lui qui a passé une journée en jaune, complète sa panoplie avec une victoire d'étape. Le maillot jaune, lui, a passé une journée tranquille. Armstrong papote avec Laurent Jalabert. L'ambiance va même tourner à la franche rigolade. L'Américain est vraiment un farceur. Début d'étape, la barrière du passage à niveau coupe le peloton en deux. Armstrong fait mine de s'échapper, mais c'était juste pour détendre un peu son peloton qui en a bien besoin après 18 jours de course. L'échappée sérieuse prend forme un peu plus tard. Elle va durer 150 km. 7 hommes prennent 20 minutes d'avance sur le peloton, contrôlé par l'US Postal. En fait, l'agitation est ailleurs. Jean-Marie Leblanc, un peu stressé, attend Bernadette Chirac. Dans la voiture rouge, la première dame de France ne passe pas inaperçue. Mais avant d'arriver à Saran, sa ville, le peloton rate un virage. Dans la cohue, 5 coureurs sont blessés et abandonnent. Le plus touché est Sven Montgomery. Le Suisse de la Française des Jeux s'ouvre le front, fait une hémorragie. Il est évacué à l'hôpital de Tulle. Lance Armstrong et Bernadette Chirac se retrouvent sur le podium. L'échange est bref. Là, l'Américain n'a pas le temps de bavarder. Il est pressé d'arriver à Paris. Et de 4, l'Australien Jan Thorpe remporte sa 4e médaille d'or au championnat du monde de natation au Japon. Cette fois, c'est sur 200 mètres, nage libre et en battant le Néerlandais qui l'avait surclassé aux Jeux Olympiques de Sydney. Une belle revanche donc pour Jan Thorpe, dit la Torpille, et qui espère bien remporter 7 médailles d'or au cours de ces championnats. On reste dans l'eau, mais à Lacanau, sur l'Atlantique, c'est le royaume des surfeurs. Et pour s'initier à ce sport, il n'y a pas d'âge. Reportage d'Éric Perrin et de Philippe Dumail. On pense à porter la planche sur la tête, d'accord? On va loin. On va aller assez loin. Des vacances qu'ils avaient dit. Tu parles quand j'ai dit à ma mère que je voulais faire du surf, elle m'a dit va à l'école. Tout ça parce qu'à Lacanau, ils ont ouvert un cours pour les moins de 10 ans. Le jardin des vagues, qu'ils appellent ça. C'est des tout petits, donc on leur fait découvrir le milieu avant tout et il faut qu'ils s'amusent. Pour qu'on s'amuse, comme dit le prof, on s'est échauffé. C'était rigolo, à part qu'il y avait le monsieur de la télévision qui nous posait des questions un peu idiotes. Dis donc, c'est pas des vacances, ça? C'est du boulot, hein. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Il y a un courant qui va aller dans quel sens? Comme ça ou comme ça? Comme ça. J'ai pas tout compris à cette histoire de courant, mais tant pis, vivez. C'est fatigant, mais ma maman elle me dit que ça me fait du bien pour mon organisme de me dépenser comme ça. Il dort bien la nuit. Oui, ça c'est avantage. Oui, ça c'est avantage. Ici, la nuit, il n'y a pas de problème, on se lève pas. Très vite, on a tous fait des progrès. On peut pas vraiment en dire autant du monsieur de la télévision. Ces questions, elles étaient devenues carrément idiotes. Vous préférez les cours d'école ou les cours de surf? Les cours de surf. Bien en plus, c'est les vacances, on s'amuse. Ouais, c'est les vacances. Et encore le travail à l'école. Vacances ou pas, des grands qui feraient mieux d'y retourner à l'école, moi t'en connais. Bon, je vous laisse, le prof me ramène à la maison, faut que j'aille réviser. Demain, j'ai un terreau de château de sable.
Des dizaines de films, des centaines de livres ont été consacrés à Napoléon. Mais depuis le 21 mai, c'est le tournage d'un téléfilm qui a débuté, dans lequel Christian Clavier incarne l'empereur et Gérard Depardieu Fouché. Une série prestigieuse qui sera diffusée sur France 2 en 2002. Alors avant d'en parler avec Gérard Depardieu, reportage au château de Compiègne, Marie-Jo Jouan et Jacques Gérard. De Sacha Guitry à Marlon Brando, aucun n'a résisté. Interpréter Napoléon au cinéma ou pour le petit écran relève du pur défi pour tout grand acteur. Voici sûrement le plus inattendu, Christian Clavier. Jacouille la fripouille, se mouille dans un magistral changement de registre. Il en a presque la taille, en tout cas les origines méditerranéennes. Après 43 jours de tournage, le petit Corse, c'est lui. Au début, j'ai pensé qu'un personnage comme ça, il y avait une difficulté à passer la caricature du costume. Et puis, finalement, j'ai fini par trouver la même liberté que pour un autre personnage. Alors au début, ça paraît plus compliqué. Puis, on finit par y arriver. Authenticité historique oblige, la scène se déroule au château de Compiègne, où Napoléon séjourna à son retour de l'île d'Elbe. Écoutez ça, Colincourt. Jamais je n'ai connu pareil enthousiasme. Pas même le lendemain d'Austerlitz, pas même le jour du sacre, messieurs. De 1795 à 1821, 25 ans de la vie de celui qui contribua à créer le monde moderne. Assumer le caporal et l'empereur à la fois, une première pour un acteur. C'est vraiment un homme très complexe, un homme extrêmement contradictoire, passionnant. Plus j'ai lu, plus je rentrais dans le personnage, plus on s'aperçoit qu'il est toujours inattendu et jamais convenu. Une reconstitution exercée au poil de bonnet près. Plus de 150 rôles, des milliers de figurants. L'Europe entière est impliquée dans cette méga-production de 260 millions de francs, qui rassemble aussi Gérard Depardieu, John Malkovich ou Isabella Rossellini. Les scènes sont tournées 2 fois, en français mais aussi en anglais, légère entorse à l'histoire. Explication, la série est déjà préachetée par une chaîne américaine. Sire, Marshal Murat wishes to see Your Majesty. Murat. Et ce soir, le 17e Festival de Radio France à Montpellier accueille Gérard Depardieu comme récitant d'une version très poétique du Carnaval des animaux, l'œuvre de Camille Saint-Saëns. Karine Comazzi et Pascal Ponce étaient hier à la Générale. C'est l'histoire d'un enfant qui s'endort sur une plage de sable blond. Dans son rêve, il devient un homme, Gérard Depardieu, sorti des entrailles d'un énorme mammifère. Lorsque je sortis du ventre de la baleine, j'étais couvert de vases, de mucus et de plancton. Et j'ai poussé un cri. L'homme veut rencontrer les animaux. Les mots de Marie Dariussec les convoquent un à un. La vache, le cochon, cheval. Un corps au bout d'un fil, des images qui défilent, un mélange de genres qui évoque l'enfance fantastique. Jusqu'au pianiste, bête de scène joyeusement malmené. Toujours un plaisir à aller dans des voies qui sont inconnues. Et je trouve que c'est avec les autres qu'on apprend. Et je trouve que la vision de Scarpetta est une vision très poétique. C'est pas complètement inattendu. C'est pas les animaux exacts. C'est pas. Et justement, c'est ça que j'aime. C'est une chose qui me surprend. C'est un monde de l'imaginaire et je trouve qu'en général, les gens n'utilisent jamais assez leur imagination. Moi, j'ai voulu que ce soit un poème merveilleux, très féerique, avec une espèce de féerie constante, quoi, qui nous ramène toujours à l'enfance, à cette enfance où on est tout de même toujours assez féroce, en même temps très craintif. Et puis c'est l'animal qui, dans son rêve, le ramène dans un monde plus pur que celui des hommes. De cette fantaisie zoologique, on retient surtout cela, la joie sauvage, animale, d'artistes au service d'un merveilleux conte d'enfants. Je le dis, final. Alors Gérard Depardieu, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc récitant dans cette œuvre. On est à quelques heures de la première, j'imagine qu'on a un petit peu de trac quand même. Non, pas trop. D'ailleurs, on entend à l'instant les applaudissements de Katia des Sœurs Labec. Donc ça va être dans 20 minutes. Puis finalement, non,
La poésie est là, donc le trac, je ne sais pas, je ne l'ai pas pour le moment parce que j'ai des très bons partenaires, Catherine Bormann, notre joli Raphaël, et puis un très beau décor derrière, voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle? Des musiciens superbes aussi. Ce qui me plaît dans ce rôle, bien de récitant, oui, on n'a pas l'habitude de vous voir dans ce genre de choses, même si vous l'avez déjà fait. Hein. Vous savez, je récite pas mal au cinéma ou au théâtre. Hein. C'est même agréable. Non, ce qui me plaît ici, c'est d'être avec des musiciens qui sont extrêmement talentueux, de servir Saint-Saëns et puis de rentrer dans un registre qui doit faire partie du chemin d'un acteur. Peut-on parler d'une autre chose, c'est le film Napoléon. On ne le voit pas dans l'extrait qu'on a montré, hein, mais vous jouez donc avec votre ami Christian Clavier. C'est vous, je crois, qui avez insisté pour qu'il joue Napoléon. Sur quels critères? Par amitié? Parce que Astérix, je ne sais pas. Non, parce que d'abord il a la rapidité et l'intelligence, et puis je trouve qu'il lui ressemble un peu. Et puis vous savez, c'est 6h30 de télévision. C'est comme ça qu'on peut arriver à raconter l'histoire des grands personnages ou de même qu'à essayer de raconter l'histoire de grands romans, des Misérables à Monte Cristo en passant par D'Artagnan, le vicomte de Bragelonne. Je pense que la télévision est un moyen exceptionnel de pouvoir mettre en valeur et essayer de raconter la vie d'un personnage aussi énorme que Napoléon. Et plus que le cinéma. Oui. Plus que le cinéma, parce que je crois que vous participez à la production hein, de cette nouvelle série. Mais vous savez, c'est très difficile de faire un film sur la vie d'un homme aussi important en 2 heures. Donc, de par la durée, de par ce que ça engendre, c'est beaucoup mieux d'avoir 8 heures ou 6 heures ou 8 heures pour raconter un personnage. Je pense que le cinéma limite beaucoup et c'est pas du tout la même, la même énergie. Et je pense que la télévision, pour le monde entier, nous donne ce temps-là, nous donne cette possibilité. Je trouve que le choix de Christian Clavier en Napoléon est de plus en plus convaincant tous les jours. C'est vrai qu'il y aura un Christian après Napoléon, comme il y en a eu un avant. Et de vous donc en Fouché, donc ça sera à la rentrée, on le découvrira sur France 2. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis je rappelle qu'on vous verra aussi dans Vidocq à la rentrée, mais cette fois au cinéma. Merci à vous et bonne soirée. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. 1 an après le crash du Concorde et les 113 morts à Gonesse, cérémonie du souvenir toute la journée pour les familles des victimes et les habitants de Gonesse, toujours bouleversés par ce drame. Et puis l'affaire des billets d'avion payés en liquide par Jacques Chirac n'a pas fini d'empoisonner la cohabitation. Aujourd'hui, c'est le bureau de l'Assemblée qui décide à la majorité de satisfaire la demande des juges et de leur fournir la déclaration de patrimoine de Jacques Chirac. Le RPR crie à la manipulation. Voilà, tout de suite la météo, c'est Patrice Revet. Vers minuit 5, le dernier journal, ce sera Ève Mété. À 13h demain, vous retrouverez bien sûr Laurence Ostolazza. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici aux alentours de 20h. Bonne soirée sur France 2.